toujours un peu intriguant hein, quand on parle d'éthique, de voir qui finalement finit dans la salle après cette journée pleine de choses incroyables. Donc, merci d'être là. Aujourd'hui, effectivement, on a un panel vraiment extra. Je vais laisser en fait chacun d'entre vous vous présenter peut-être pendant une minute, donc vraiment une présentation rapide, juste pour que dans la salle, on sache qui est sur la scène aujourd'hui. Donc, on va commencer si tu veux bien. Allons-y. Nicolas Bertrand. Donc, je suis directeur des produits chez Therapix. Donc, c'est la même startup que Michael ici. On a le produit appguide.ca, qui est une plateforme d'évaluation et de distribution d'applications en santé numérique. Donc, les outils santé numérique dont on parle aujourd'hui, dont on parle tout le temps, allez sur appguide.ca pour voir si ils ont un bénéfice de santé. Je travaille en produit. Mon expérience est en produit. J'enseigne aussi le cours de technologie émergente à HEC Montréal. Je suis ange investisseur via le réseau Ange Québec. Je fais aussi beaucoup de coaching là, à travers les différents accélérateurs de Montréal, surtout CTS Santé. Parfait, merci. Parfait. Bon, OK, ça marche. Bonjour tout le monde, je suis Dr David Benrimo. Je suis neuropsychiatre à l'hôpital Douglas, chercheur à l'Université McGill et au Douglas, et aussi scientifique en chef à Effort Health. À Effort, on construit des outils pour aider à la décision clinique pour ceux qui traitent les patients avec des problèmes de santé mentale. Et on a juste eu notre approbation pour la commercialisation. Je dois être très soigneux de comment je le dis, par Santé Canada pour notre application IA numérique. Pour guider le traitement de la dépression. Alors, je suis très excité d'être ici parmi vous. Bonjour tout le monde. Moi, je suis un peu l'intrus ou j'ai un peu le syndrome de l'imposteur devant un auditoire comme ça. Donc, je suis avocat. C'est mon seul défaut. Et je ne suis pas du tout un ingénieur. Je ne fais pas de développement en IA. En fait, je ne suis pas un spécialiste de l'IA. Moi, ma spécialité ou mon expertise, c'est plus du côté de la réglementation des professions de la santé. Alors, je suis enseignant en droit et politique de la santé à Sherbrooke, chercheur associé à l'Université de Montréal également. Et dans mes temps libres, je suis directeur général d'un ordre professionnel. Et c'est partant de cette expertise-là ou de cet intérêt-là que je me suis intéressé à l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé, sous deux grands axes, si on veut. D'abord, comment les professionnels peuvent intégrer ça sur le point, enfin, comment on peut encadrer l'intégration de l'IA dans les pratiques des professionnels. Et deuxièmement aussi, au niveau des SIA autonomes, comment on va adapter les règles pour, d'abord pour le permettre jusqu'à un certain point et pour éviter donc qu'il y ait des situations qu'on qualifierait de façon traditionnelle en droit d'exercice illégal de la médecine ou d'une autre profession de la santé. Donc, c'est vraiment cette perspective-là qui est la mienne. Et avec Catherine Régis à l'Université de Montréal, on a développé un prototype de code de déontologie là, pour l'intégration de l'IA qui s'appuie sur la Déclaration de Montréal. Parfait, merci. Je vais me présenter aussi. Donc, Pierrick Plusquelec. Je suis prof en psychoéducation à l'Université de Montréal. Je suis cofondateur et CEO d'Emosciences. Et je suis surtout ici parce que je suis directeur scientifique du lien avec l'industrie à l'Obvia, qui est en fait un regroupement de 260 chercheurs au Québec. Et voilà. Donc, on va tout de suite commencer. Écoute, Marco, le dernier, mais allons-y. Comment le Canada se positionne par rapport aux autres pays en termes de réglementation de l'IA dans la santé? C'est un vaste programme, là, mais disons qu'on n'est pas à l'avance. Là, c'est clair que l'Union européenne a pris l'avance sur l'encadrement de l'IA. Là, vous êtes probablement déjà tous au courant des développements au niveau du règlement de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle. Ça ne veut pas. Et aux États-Unis, il y a eu les directives exécutives là, du président Biden là, qui procède de façon différente, mais qui vise aussi à ce qu'il y ait un encadrement de l'IA dans le domaine de la santé. Au Canada, on n'est pas resté totalement inactif. On a le projet de loi C-27 qui ne vise pas spécifiquement la santé, mais qui encadrerait de façon générale les applications d'intelligence artificielle. Donc, il y a ça qui existe. Et par ailleurs, il y a eu d'autres autorités responsables qui s'intéressent à ça, dont Santé Canada, évidemment, qui a la responsabilité d'homologation des instruments médicaux qui peuvent inclure donc de l'IA, là, des systèmes d'intelligence artificielle.
Et Santé Canada, pour avoir déjà collaboré avec eux sur la réflexion qui est derrière ça, donc est déjà en réflexion. Est-ce que ça les amène à être aujourd'hui prêts à encadrer tout ça? Ça, c'est une autre question, mais ils sont évidemment là au fait qu'ils vont devoir développer un cadre réglementaire plus précis là-dessus. Donc, je dirais qu'on n'est pas un leader sur le plan de l'encadrement ou de la réglementation de l'IA, mais on n'est pas non plus totalement inactif. OK, peut-être, David, quand tu t'es présenté, tu as rapidement dit que tu avais été, c'était quoi le terme? Approuvé pour la commercialisation. Parfait. Donc, peut-être, tu peux nous en dire un peu plus sur, est-ce que selon toi, il faut vraiment réglementer tout de suite, puisque tu es vraiment là, tu as été là-dedans, tu as passé à travers ce processus, ou est-ce qu'il faudrait attendre pour ne pas freiner l'innovation? Est-ce que pour toi, ça a été un enjeu et est-ce que c'est quelque chose auquel tu as réfléchi dans ta position? Alors, on a réfléchi sur ça beaucoup pendant le développement de notre premier produit. Effectivement, le problème, c'est qu'il n'y avait pas vraiment assez de lignes de guide. Alors, on a dû créer nous-mêmes des principes éthiques plus opérationnels parce que, bien sûr, il y a des grandes déclarations éthiques qui ne disent pas vraiment beaucoup au niveau de comment on doit opérationnaliser ce qu'on fait jour à jour, moment à moment. On avait le cadre des instruments médicaux, certainement. Ça a aidé parce que ça donne quand même au moins une idée de comment on doit faire les choses. Mais par exemple, la question de si on devait faire des études cliniques pour démontrer l'efficacité de notre outil, c'était quand même une question. Il y avait beaucoup d'investisseurs, par exemple, qui se demandaient, mais est-ce qu'on doit vraiment faire ça? It's an app, ça va, you just release it, it's fine. Et je leur dis, non, on ne peut pas faire ça. Et quand même, il y aurait eu des façons et des loopholes pour faire exactement ça. Et je sais des compagnies qui l'ont fait. On a décidé de ne pas faire ça pour deux raisons. Premièrement, parce qu'on pensait qu'effectivement, en fin de compte, la réglementation va se rattraper et ça va changer les choses et après, on va être dans la merde. Pardon. Mais aussi parce que on ne se sentait pas que c'était la bonne voie, que ça ne donnerait pas vraiment au sein des cliniciens, des patients, la confiance nécessaire pour utiliser le produit. Alors, on a fait vraiment tout le processus. On a fait un essai clinique, on a fait tout le truc de Santé Canada comme si c'était un autre instrument médical. Alors, pour dire que le problème, c'est que maintenant, ce n'est pas assez clair. Et oui, je pense qu'absolument, on a besoin de réglementation parce que ça prend quelque chose pour donner... Ça va aider, ça ne va pas freiner l'innovation, ça va aider l'innovation parce que ça va donner une structure que les personnes peuvent aller et intégrer. Sans une structure comme ça, on est un peu... On ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Si je n'étais pas médecin et je ne savais pas les réglementations de Santé Canada, on aurait probablement fait une mauvaise décision dans la compagnie. On aurait on aurait allé de la façon simple et ça aurait mené à une situation où personne ne voudrait utiliser le produit parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Alors, je pense qu'un cadre d'éthique, ça va être très important pour encadrer les entrepreneurs, pour leur aider à mieux innover, effectivement. Okay. Parfait, merci. Nicolas, peut-être, oui, toi qui es finalement à Therapix, et puis je pense que vous avez aussi des enjeux peut-être de réglementation ou de donner votre avis, en tout cas, ou donner des guides aux personnes utilisatrices. Comment est-ce que vous gérez finalement ces enjeux de réglementation? En fait, il y a 352 000 applications présentement dans les App Store mobiles en santé bien-être du App Store d'Apple et de Google. Et il y a seulement 1% de ces applications qui ont une validité clinique, donc qui ont été approuvées par Santé Canada, la FDA ou les autorités réglementaires dans d'autres pays. Donc, si on enlève ce 1%-là, donc ce qui reste, il y a seulement 4% de ce qui reste qui est valide. Donc, sur les 350 000 à peu près apps, il y en a seulement 4% qui sont valides. Puis l'équipe de AppGuide, en fait, on a évalué beaucoup de ça. Le problème, c'est vraiment le manque de compréhension de ce que ça prend pour être valide cliniquement et précliniquement. C'est entre autres un des freins d'innovation. Mes collègues ont vraiment bien décrit l'environnement réglementaire. Au Canada, on est à la remorque de l'Europe. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on collabore beaucoup avec l'Europe. Mais
Le vrai frein à l'innovation, outre le manque de compréhension du concept de validité préclinique et clinique. Donc, préclinique, c'est une validité préclinique est expliquée par des évidences, certaines peuvent être scientifiques, d'autres médico-économiques, peu importe, qui valident le concept de l'application. Clinique, ben, c'est des études avec des patients. Donc, il y a divers types d'études selon le niveau qu'on doit atteindre pour être réglementé. Mais c'est pour dire que avoir des règles volontaires, c'est pas suffisant. Donc, la science dit que ces règles volontaires-là ne sont pas suffisantes et que le fait qu'il n'y ait pas de loi avec du mordant, comme en Europe. En Europe, il y a GDPR, il y a le IA Act. C'est des lois qui ont du mordant. Donc, au Canada, l'innovation va continuer d'être freinée tant que les patients, tant que les usagers n'auront pas confiance dans les entreprises. Puis pour qu'il y ait confiance dans les entreprises, il faut que les prosécuteurs prosécutent. Il faut envoyer ceux qui font des erreurs. Il faut leur donner des amendes. Ceux qui font des erreurs répétées, les récidivistes, il faut les envoyer en prison. Il n'y aura jamais d'innovation aussi rapide qu'ailleurs s'il n'y a pas de conséquences. Mais du coup, est-ce que la loi C27 va pallier ce manque-là? Est-ce qu'il va y avoir vraiment ce bras, pour ainsi dire, légal qui va permettre d'agir? Peut-être le forcer. Ben, éventuellement, on l'espère, qu'il va y avoir avec C27. Il faut voir si C27 va survivre avec ce qui se dessine à Ottawa présentement. C27 ou encore même une loi québécoise. Le Conseil de l'innovation du Québec a recommandé aussi qu'il y ait une loi cadre sur l'IA au Québec. Mais plus précisément, c'est toujours Santé Canada qui intervient au niveau des dispositifs médicaux, des instruments médicaux. Et Santé Canada, donc, peut avoir un certain mordant, effectivement, quand le cadre est bien défini. On le voit avec le médicament. La différence avec le médicament, par contre, c'est qu'un médicament, c'est statique. Un médicament, quand on l'approuve à une date donnée, on sait comment il fonctionne bien, il fonctionne mal, il y a des effets secondaires, tout ça. Alors que l'IA, pour ce que j'en comprends, et mes collègues vont mieux l'expliquer que moi, c'est pas nécessairement statique. Ça peut fonctionner, donner un certain nombre de résultats aujourd'hui qui ne seront pas nécessairement les mêmes dans 6 mois. Là, vous comprenez ça mieux que moi, évidemment. Donc, c'est un des défis là, de transposer le modèle du médicament sur les applications de l'IA. Et c'est ça la difficulté actuellement pour développer un cadre assez robuste pour donner un certain nombre de certitudes sur le plan juridique pour les investisseurs. Et après coup, un autre défi, je termine là-dessus, c'est la capacité de ceux qui ont à appliquer la loi, des gens comme moi, et j'espère même des gens plus compétents que moi sur l'IA, pour comprendre tous les enjeux, d'avoir des procureurs qui comprennent ça, d'avoir des juges éventuellement qui comprennent ça. Et ça, c'est compliqué. Je vous épargne les détails, là, mais tout ce qui s'est développé depuis les années 90 au niveau de ce qui se fait, là, disons ça assez largement sur Internet, mais il y a encore des difficultés au niveau de l'application juridique aujourd'hui avec des lois qu'on a développées depuis ce temps-là, très en retard. Alors, ce que je souhaite, c'est qu'on ne soit pas aussi en retard pour l'IA, là, qu'on ait non seulement des normes, mais aussi une compréhension de ces normes-là, puis une capacité de les appliquer correctement. Et puis, David, tu as dit tantôt que dans le processus de développement de AI Fred, vous aviez dû vous-même inventer inventer ou créer des règles éthiques. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on devrait privilégier, que des entreprises créent eux-mêmes leurs propres règles éthiques, vu qu'ils sont sur le terrain, vu que non. savent ce qui se passe? Merci. Absolument non. Terrible idée. On ne peut jamais faire confiance. Jamais. Parce que la réalité, c'est qu'il y a trop d'incentifs pour ne pas faire la bonne chose. Et si on n'est pas supposé de le faire, il n'y a personne qui peut nous le reprocher. Alors, ça prend vraiment des règles claires. Je dirais, une chose qui est importante de ce que vous avez dit, c'est que il y a le problème avec le retard où on ne sait pas quoi faire quand les modèles changent avec le temps. Effectivement, c'était ça quelque chose qui était... S'il y avait un frein pour nous, c'était ça, que pour que Santé Canada aurait confiance dans notre application, on a dû geler, freeze, le modèle qu'on a créé pour l'essai clinique. Et jusqu'à ce moment-là, on l'a pas touché. C'est le même modèle qu'on a eu depuis 3 années. La bonne chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup plus de données. Alors, ce n'est pas qu'on manque vraiment de temps, mais si on était en train de collecter plus de données cliniques, ce serait bien d'être capable de venir et d'améliorer le modèle.
ce qui a été proposé aux États-Unis, c'est plus un processus de plateforme. Alors, avoir une approbation pour une façon de faire. Alors, on dit au FDA ou au Santé Canada, voici comment on va faire ce qu'on va faire, voici comment on va collecter les données, les trier, les utiliser pour un nouveau modèle, qu'est-ce qu'on va faire pour tester le modèle, pour voir que ça ne change pas trop. Aussi, ça change, on peut l'expliquer. Et après, avoir une façon de faire un rapport pour expliquer tout ça. Je pense qu'il y a certainement des façons de créer ça sans freiner le progrès. Mais pour l'instant, une place où on freine le progrès, c'est effectivement qu'on peut seulement utiliser l'IA en santé au Canada comme s'il était quelque chose de statique. On veut le changer, bien sûr. Ça va prendre un peu plus de flexibilité. Donc finalement, on peut dire que le cadre réglementaire auquel vous êtes soumis freine l'innovation, puisque le modèle reste statique. Oui et non, parce que en même temps, si on voulait, on pourrait juste faire une autre étude avec un modèle update. Ça prend juste l'argent. Alors, ce qui freine vraiment l'innovation au Canada, c'est l'argent. Ce n'est pas le cadre réglementaire, c'est toujours l'argent au Canada qui manque. Si on avait assez d'argent, ça n'aurait pas été un problème du tout. On aurait pu juste faire une deuxième étude. Anyway, on avait besoin de plus de patients, alors ça aurait été bien d'avoir plus d'argent. Alors, pour moi, c'est plus l'argent que le cadre réglementaire, mais je pense qu'on pourrait faire des changements au cadre réglementaire pour avoir des meilleurs résultats. Ok, parfait. Puis, du coup, si ce n'est pas les entrepreneurs qui sont les mieux placés pour développer les règles éthiques dans le domaine de l'IA de la santé, c'est qui devrait faire ça, finalement? Les chercheurs, les investisseurs, le gouvernement? Oui. Sauf les investisseurs. les innovateurs, les chercheurs certainement, et les gens qui sont experts dans la réglementation. Il y a tout un cadre d'individus que je ne savais pas avant que je commençais de faire une compagnie qui comprennent vraiment c'est quoi la réglementation. C'est vraiment une façon de penser. Ils ont de l'expertise qui est très relevant, pertinent, merci, pour tout ça. Ok, parfait. Non. Non. Ne vous battez pas. Et je sais qu'il y a juste un micro, mais ok, donc parfait. J'aimerais qu'on passe peut-être, là on a beaucoup parlé du cadre réglementaire, on a beaucoup parlé de l'aspect légal, mais dans le fond on parle assez peu des enjeux éthiques. En fait, est-ce que vous en tant que médecin, enfin en tant que chercheur en neuropsy, est-ce que vous pensez que les principes éthiques dans le domaine de la santé devraient être appliqués tels quels à l'industrie, ou est-ce que c'est vraiment ça la source d'inspiration, ou est-ce qu'on devrait le prendre ailleurs finalement? Je pense que les principes sont suffisants, qu'on a déjà en médecine. On les a appliqués dans un framework qu'on a créé, qu'on a publié avec ça en tête. Je pense que plus ce qui est nécessaire, c'est l'operationalisation. You know what I mean? C'est vraiment une question de prendre des principes et de les rendre en étapes concrètes de qu'est-ce qu'on doit faire, quel formulaire, qu'est-ce qu'on doit remplir, comment est-ce qu'on devrait écrire, qu'est-ce qu'il y a sur le formulaire. Et je dis ça parce que c'est là où on était freigné beaucoup du temps. On comprenait les principes. On savait qu'on ne devrait pas faire mal aux gens, on savait qu'on ne devrait pas voler des données, on savait qu'on ne devrait pas faire X, Y ou Z. Vraiment, c'était la question de comment je présente ça à Santé Canada ou à quelqu'un et c'est quoi qui est important pour eux de comprendre et de voir. Et c'est important pour eux, de l'autre côté, de savoir qu'est-ce qu'ils devraient chercher chez nous. Parce que, par exemple, quand on a fait la vérification et la validation pour le logiciel, en fin de compte, des choses qui leur intéressaient, c'était vraiment des choses de base de software engineering. Ce n'était pas vraiment les détails de l'IA. Et c'est parce qu'ils n'ont pas les experts de l'autre côté pour vraiment savoir qu'est-ce qu'ils devraient demander. Et des fois, ils savent un peu quoi demander parce que clairement, il y a quelqu'un qui a pris une classe à un moment au temps, mais ce n'est pas un expert. Ce n'est pas quelqu'un qui comprend vraiment. Alors, on veut aussi avoir la confiance que quand on est approbé ou quand on a notre MDSAP ou quoi que ce soit, que de l'autre côté, ils savent vraiment qu'est-ce qu'ils font et qu'il y a une validité dans l'approbation, dans le MDSAP, dans quoi que ce soit. Et ça, c'est très important parce que pour avoir ça, ça nous donne confiance et ça donne confiance, ça nous aide à fournir plus de confiance
clients, aux cliniciens, aux chercheurs, aux patients. Ouais, il y a un enjeu d'acceptabilité aussi sociale. Peut-être, Nicolas, étant donné que Therapix fait un tri finalement dans les apps, est-ce que ce tri se fait aussi sur des aspects éthiques? J'imagine que oui, d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être comment vous procédez ou sur quels critères vous basez? Oui, absolument. Donc, j'ai codé ma première application en santé utilisant l'intelligence artificielle en 2007 et c'était le Far West. Ça fait depuis ce temps-là, genre 16-17 ans que je cherche une façon d'évaluer les outils de santé numérique autre que via Santé Canada ou la FDA qui, eux, ont quand même un processus parce que c'est sûr qu'il n'est pas parfait ce processus-là, mais c'est quand même assez rigoureux. Donc, tout ce qui rentre dans le wellness, dans le santé bien-être, ne doit pas passer par Santé Canada. Donc, comment on fait? Donc, il y a plusieurs cas d'évaluation qui ont été définis par des organisations savantes comme le NICE en Angleterre, d'autres en Europe. Et donc, les fondateurs de la startup dont Michael ici sont arrivés avec une façon d'évaluer les applications de santé numérique, surtout les canadiennes, parce qu'on se faisait demander. Donc, on fait des collections d'applications pour les institutions, pour les hôpitaux, pour les CIUS, et on se faisait demander des applications canadiennes, des applications québécoises, mais il y en a très peu qui atteignaient le standard nécessaire. Donc, les cofondateurs de l'entreprise sont arrivés avec une méthode qui littéralement donne une note en lettres A, B, C, D ou E au niveau de la robustesse clinique, la robustesse technique, la confidentialité des données, la protection des données, l'expérience usagée, la cybersécurité. Et ça sert à identifier les applications qui sont de meilleure qualité, puis c'est eux qu'on peut sélectionner puis ajouter dans les collections aux institutions. Et du coup, est-ce qu'on devrait utiliser ce modèle pour l'ensemble des systèmes de santé qui utilisent de l'IA, des systèmes IA qui sont en santé? Je ne sais pas, est-ce qu'on devrait avoir un outil de maturité d'innovation responsable, par exemple? Il y a plusieurs cadres, mais entre autres, le gros de l'évaluation qu'on fait sur AppGuide, c'est via le nouveau standard ISO 82304 qui englobe à la fois la robustesse clinique, la robustesse technique, comme j'ai dit tantôt, la confidentialité, la cybersécurité. Donc, c'est assez complet. Ce standard-là existe, il est très, très peu connu. Dans les 2 dernières années, j'ai peut-être coaché une vingtaine, trentaine, quarantaine de startups sur ces standards-là qui incluent évidemment l'éthique en intelligence artificielle parce que ça fait partie. La protection des données est un gros morceau de l'éthique en IA. Fait que les standards existent, mais c'est sûr que c'est une courbe d'apprentissage pour les fondateurs de startups, pour les dirigeants de startups, pour les employés qui ont comme 1000 to-do qui apparaissent dans leur inbox le matin, mais ça se fait. Puis on peut opérationnaliser ça relativement facilement. Là. Il s'agit de parler aux bonnes personnes. Okay. Pas spécifiquement, mais sinon qu'effectivement, qu'il y a des normes qui se développent, qui ne sont pas des normes juridiques au sens strict du terme, les normes ISO, par exemple, qui se développent, qui se font avec les gens de l'industrie, les experts de l'industrie. Éventuellement, ça contribue à développer des normes juridiques parce que les législateurs peuvent s'appuyer sur ces normes-là pour dire, voici ce qui devrait s'appliquer dans tel ou tel milieu ou pour tel ou tel type d'application. Donc ça, c'est évidemment, tu posais la question tout à l'heure de savoir comment on devrait développer les normes. Les normes, il y a plein de choses complexes qui sont réglementées ou qui sont encadrées par la loi et qui se développent de façon plus ou moins chaotique selon le cas, mais qui se développent généralement par des fonctionnaires, si on veut, qui ont un mandat de développer ces normes-là, mais qui le font généralement avec les experts. Là. Parfois, les experts sont bien écoutés, d'autres fois, ils le sont un peu moins. Et ça donne des résultats, des fois, qui sont un peu variables d'une époque à l'autre, mais généralement, on arrive à le faire pour l'aéronautique, pour les médicaments, pour plein de choses complexes dans la vie. On pourra aussi le faire pour l'IA. Mais là, on est en démarrage là-dessus. Là. C'est pour ça qu'en ce moment, c'est encore compliqué. Oui, il y a quand même une question que je me pose, c'est qu'il y a une espèce de tension quand on développe de l'IA en santé parce qu'on respecte tous le premier principe, qui est celui de bien-être. Okay? On veut tous le principe de la Déclaration de Montréal. On veut tous faire promouvoir le bien-être de la population. Sinon, on ne fait pas ça ou on ne fait pas de cette manière-là. Mais ça peut venir en conflit avec d'autres principes éthiques. La transparence, ça peut venir en conflit avec la notion de justice. Est-ce qu'il y a des biais de discrimination dans les données? Est-ce que ça vient évidemment, tout le monde parle de confidentialité quand on parle d'éthique. Même des fois,
on vient réduire l'éthique aux enjeux de confidentialité. Il y a aussi une notion de responsabilité. Implanter un système IA dans un hôpital, c'est une responsabilité très importante. Comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur, vous gérez cet aspect-là, c'est-à-dire cette tension entre oui, je veux faire du bien, oui, je sais que ça va faire une différence, ça va améliorer le système de santé, et oui, je suis prêt à faire des compromis avec d'autres enjeux éthiques. Est-ce que c'est la réalité? Je dirais, pour commencer, la chose qu'on a fait, c'est qu'on essaie de choisir les décisions où on peut aider avec le moindre de chance à nuire à quelqu'un, right? Et de le faire de la façon qui est le plus simple pour aider le patient. Alors pour nous, par exemple, c'était le choix du premier antidépresseur dans un épisode dépressif parmi des antidépresseurs qui sont déjà approuvés. Alors réellement, si l'IA avait raison, excellent, on aide le patient. Si l'IA n'avait pas raison, ça va, le patient reçoit un traitement qui est bien anyway. Alors, on pouvait avoir un plus-value, mais il n'y avait vraiment pas de mauvaise outcome si on avait la mauvaise décision. En plus de ça, on a créé ça de façon où tout que l'IA fait est vraiment contenu dans juste un questionnaire que le patient doit compléter, un questionnaire que le clinicien doit compléter. Ça ne doit pas aller chercher des informations dans les dossiers médicaux. Ça ne doit pas aller et compromettre la sécurité plus qu'un patient ferait quand il répond sur des questionnaires sur une application comme dans plusieurs autres applications. Alors, on a vraiment fait ce qu'on pouvait pour minimiser le risque et maximiser le bienfait. Alors, ça commence, je pense, juste par choisir vraiment des use cases où on peut avoir le maximum impact sans avoir beaucoup de négatifs. Et après, avec la maturité de la technologie, on pourrait répondre ça à d'autres arénas où on peut avoir peut-être plus de enjeux coût bienfait. Okay, je pense que ça, c'est quand même important après que je laisse peut-être la parole aux autres. Peut-être important de comprendre que c'est une maximisation de l'impact pour une minimisation des risques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tout blanc ou tout noir là, dans ce domaine-là. Okay, il y a vraiment, on essaye vraiment de trouver le meilleur compromis finalement entre l'impact et le risque. C'est ça? Okay. Oui, ben c'est en plein ça. Puis il faut dire que des principes éthiques comme la Déclaration de Montréal, ben c'est pas mal calqué sur les principes éthiques des professionnels de la santé. Puis honnêtement, ils les comprennent, donc ils sont capables de l'appliquer à l'informatique. C'est sûr qu'avec l'IA, ça peut être des fois un petit peu plus difficile, mais au niveau de la protection des données, les incitatifs ne sont pas nécessairement alignés. Donc, les entreprises veulent aller le plus vite possible, avoir accès au plus de données possible pour entraîner leur IA. Les patients veulent juste faire confiance et donner le moins de données possible. Les cliniciens veulent le meilleur résultat. Puis les gouvernements, eux, sont à la remorque de tout. Puis tout ce qu'ils veulent, c'est éviter l'erreur et gérer leur carrière, disons. Mais, tu sais, pour opérationnaliser le tout, là, ce que je dis souvent aux startups, c'est, écoute, tu es à combien d'erreurs de voir tes données patients sur le dark web? Donc, est-ce que tu es capable d'utiliser les principes de la déclaration de l'IA, le principe de GDPR, de AI Act d'Europe, de PIPEDA, la loi sur les renseignements, sur la protection des données personnelles au Canada? Est-ce que tu es capable d'utiliser ces principes-là pour augmenter le nombre d'erreurs entre maintenant et la publication de tes données patients sur le dark web? Fait que, on peut opérationnaliser en simplifiant beaucoup. Et il faut se rappeler aussi que très, très peu la population a beaucoup de misère à faire la différence entre ce que fait vraiment l'IA puis les gros systèmes informatiques en santé. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une machine à prédiction. Ça ne fait que des prédictions. Les professionnels de la santé du futur, les meilleurs, sont ceux qui vont avoir le meilleur partenariat humain-machine, qui vont se servir des prédictions pour s'augmenter et prendre des décisions. Mais à la fin de la journée, l'IA ne prend pas de décision. Donc, ces prédictions-là peuvent être utilisées dans une solution plus grande qui, elle, prend des décisions approuvées par la FDA, idéalement, puis Santé Canada. Mais en général, c'est des prédictions qui sont utilisées par les professionnels de la santé pour juste améliorer quelque chose
la santé des patients aller plus vite ou faire des économies. Parfait. Puis dans les principes éthiques, il y a la notion de transparence puis d'explicabilité. Déjà, dans le domaine de la santé, quand on va voir un médecin, c'est pas toujours facile d'avoir, en tout cas mon médecin, c'est pas toujours facile d'avoir des explications et pourtant, je serai en mesure de les écouter. Puis, on a tous eu cette expérience de dire mais c'est la machine qui décide, j'ai aucune idée de comment elle fait. Est-ce qu'il n'y a pas un risque si on confie des tâches complexes comme c'est en train de l'être, prédictives entre autres, à un système IA, que finalement ça prenne le bord, cette idée de transparence puis d'explicabilité, où devrait être la limite? On repense à un point qui a été discuté dans 2-3 panels plus tôt aujourd'hui, qui est impliquer des cliniciens, cliniciennes dans le cycle de développement du produit parce que eux, ils comprennent le raisonnement derrière, pas le raisonnement de l'IA, mais le raisonnement clinique derrière et ils peuvent pousser l'équipe d'ingénieurs à développer un système qui est le plus explicable possible. Ce n'est pas toujours 100% explicable, mais au moins quand les cliniciens sont impliqués, ce n'est pas un tech push, juste des ingénieurs qui vont envoyer des données et espérant, se croisant les doigts, que les prédictions sont bonnes. Sur l'explicabilité, l'analogie qu'on fait souvent, c'est avec le médicament. Le médicament, on l'a vu, là, c'est pas parfait comme analogie parce qu'il y a des différences, mais sur la question de l'explicabilité, ce qu'on essaie de faire ressortir, c'est qu'il faudrait que les cliniciens aient une compréhension du SIA qu'ils vont utiliser, comme ils ont une compréhension sommaire des médicaments qu'ils vont prescrire, dans le sens que les médecins, généralement, ne comprennent pas toute la pharmacologie derrière le médicament, la science qu'il peut y avoir, la chimie, enfin, tout ce qu'il y a derrière, mais ils doivent comprendre, en tout cas, généralement, les effets secondaires possibles, les indications thérapeutiques, les limites de la pharmacothérapie, et on s'attendrait, enfin, dans le meilleur des cas, à ce que les cliniciens aient cette compréhension-là pour les SIA, donc de comprendre les cas où c'est indiqué, les cas où c'est moins indiqué, les limites du dataset, bref, tout ce qui peut faire en sorte que c'est indiqué d'utiliser auprès de tel ou tel patient, mais pas auprès de tel autre. Donc, c'est plus vers ça qu'il faut aller que vers une compréhension totale et complète des processus algorithmiques derrière et de tout ce que les spécialistes, les ingénieurs vont être en mesure de comprendre. J'aime beaucoup votre exemple avec les médicaments parce que moi, j'ai un fils autiste et quand il a eu le temps de le médicamenter, malgré le fait que j'étais formé pour comprendre, je suis biologiste de formation, mon médecin était tout à fait incapable de m'expliquer ce que faisait tel ou tel médicament. Donc, une chance qu'il y a des communautés de parents auxquelles on peut s'adresser et qu'il y a surtout Internet. Mais je veux dire, ça, c'est un véritable enjeu. Donc, si déjà, là, au niveau pharmacologique, où ça existe depuis 40 ans, ces traitements, on a du mal à avoir de l'explicabilité. Est-ce que, j'entendais ce matin, on disait qu'il faudrait mettre de la formation en IA dans les formations de médecins, d'infirmiers, etc. Oui, mais c'est déjà plein. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une solution? Bien, je compléterai là-dessus. Puis là, c'est plus spéculatif. Là, c'est pas, mais ce qu'on peut envisager parfois quand on parle de ça, c'est qu'il y a éventuellement de nouvelles professions qui apparaissent. Certaines vont peut-être disparaître parce que leur niveau d'activité va être facilement remplaçable par des SIA, mais qu'il y a de nouvelles professions qui apparaissent. Pourquoi ça nous a pris des pharmaciens à un certain moment, que ce n'était pas suffisant d'avoir des médecins pour gérer tout ce qui entoure le médicament? Bien, ça nous prenait un professionnel qui pouvait avoir une compréhension plus avancée que celle du médecin. Alors, dans l'avenir, est-ce qu'on aura l'équivalent, là, c'est très spéculatif, mais la question pourra se poser, d'un pharmacien qui, lui, serait le médiateur entre le médecin, par exemple, et le patient, et pour guider le patient ou guider le médecin aussi à travers le choix de SIA. Donc ça, c'est une question qui se pose, comme elle s'est posée d'ailleurs dans l'histoire pour le médicament. Je vais juste peut-être prendre ça d'une différente direction. Je pense que c'est plus une question d'explicabilité nécessaire. Right? Alors, c'est absolument vrai qu'il y a beaucoup de médicaments où on sait nullement pourquoi ils marchent, mais ils marchent. Le lithium, je ne sais pas pourquoi ça marche, mais ça marche. Je sais les effets secondaires, comme on a dit, je sais comment l'utiliser, les dangers, les limites, etc. Mais pourquoi ça marche? I don't know, but it works. J'avais un patient ce matin, son lithium, ça marche. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche. Ce n'est pas important des fois de savoir le pourquoi. C'est important de savoir d'autres pourquoi et d'autres comment. Alors, des fois, je pense que quand on fait
Et ce n'est pas le fait que le pharmacien le comprend mieux non plus, ou le biologiste, ou le molecular biologist non plus. Il n'y a personne qui le comprend. Right? C'est juste quelque chose d'inconnu. Ça arrive. Ça peut être la même chose quand ça vient à l'UIA. C'est un outil. Est-ce que chaque urgentologue comprend pourquoi l'ultrason marche, comment il marche? Non, on sait les généralités. Il y a du sang. Le sang, ça va, ça fait du bounce. Est-ce qu'il sait vraiment les algorithmes c'est pas même l'IA, mais juste les algorithmes de base qu'utilise la machine d'ultrason pour faire l'image? Absolument pas. Absolument pas. Mais ils savent comment utiliser l'ultrason, beaucoup plus qu'un ingénieur qui crée l'ultrason, j'imagine. Alors, ce que je dirais, c'est que c'est juste une question de former les médecins, d'utiliser ça comme outil, comme tous les autres outils qu'on utilise déjà. On ne doit pas donner ça une place, je pense, spéciale. C'est pas spécial. C'est la même chose qu'on fait déjà depuis 100 années, de tous les autres outils qu'on a. On peut faire une ultrason et dire, ouais, avec ça, je sais que vous avez un pourcentage de 40% de mourir de ça et ça. Ça ne change rien. C'est la même chose. C'est juste un différent format qui vient par ordinateur et pas par un test. Alors, je dirais juste qu'on doit former les gens pour utiliser cet outil et donner l'explicabilité qui est nécessaire et utile pour la décision. Parce que des fois, comprendre le mécanisme d'action, ça n'aide pas vraiment à comprendre comment utiliser quelque chose. Ça aide beaucoup plus de savoir un peu plus le raisonnement clinique. Et ça, on peut extraire un peu au moins des IA la plupart du temps. Je pense que ça va être difficile de faire comprendre aux gens que ce n'est pas spécial parce qu'on se fait constamment marketer comme quoi l'IA est spéciale et magique et incroyable. Et à chaque fois qu'OpenAI ou n'importe qui sort quelque chose, c'est de cette manière-là dont c'est présenté. Donc, c'est difficile pour le public de croire que, dans le fond, l'IA en santé, ce n'est pas spécial. Et ça peut aussi quand même nous servir que ce soit spécial en termes d'acceptabilité. Donc, ce serait une longue discussion à avoir, mais intéressant. Est-ce qu'il y avait autre chose à ajouter sur cet enjeu? Non, l'explicabilité? Ok, c'est correct. Ben, ça tombe très bien que tu aies le micro parce que... c'est une blague. Chez Therapix, tu as dit au début que vous aviez eu le mandat d'évaluer les apps qui venaient du Canada. Est-ce qu'il y a une opportunité avec l'IA, avec les apps, avec la régulation de tout ça, finalement, qu'on arrive à des règlements internationaux sur lesquels tout le monde s'entend puis qui rendraient bien service finalement aux entreprises qui veulent s'exporter à droite, à gauche? Bien, c'est sûr que être très, très, très transparent au niveau de la transparence de l'IA, au niveau du billet des données, au niveau de la source des données. Donc, encore une fois, c'est des choses que les cliniciens comprennent. Donc, les cliniciens vont regarder des études sur l'impact d'un médicament. Ils vont voir, OK, bon, bien, les patients venaient de Nouvelle-Guinée, ils venaient d'Afrique, ils venaient du Québec. Donc, ils comprennent les biais derrière ça. Donc, il faut que l'IA soit aussi transparente que le monde du médicament. Mais je reviens sur la notion de prosécution. On peut s'entendre sur des déclarations d'IA partout dans le monde, puis la vertu pour la vertu, mais à la fin de la journée, si les gens ne payent pas d'amende, si les entreprises ne payent pas d'amende, si les gens ne vont pas en prison, il n'y aura pas de respect. Donc, levez la main ici, ceux qui pensent que les hackers russes ont cessé d'utiliser l'intelligence artificielle pour voler l'identité des Canadiens quand la Déclaration de Montréal est sortie. À la fin de la journée, ça a un impact, c'est un guide, mais c'est quand même la question, tu es à combien d'erreurs de ton équipe de voir tes données patients sur le dark web qui est le plus important. Puis pour la plupart des hôpitaux canadiens, surtout ceux qui commencent à ouvrir les valves pour les données, bien, on est à une erreur. On n'est pas en avance. Bon, il y a des systèmes très complexes de data lake qui permettent maintenant à des IA de s'entraîner sur les données des différents hôpitaux sans sortir les données des systèmes de l'hôpital. Donc, l'IA est transférée dans le cloud et ça s'entraîne, le modèle est renvoyé. Les données ne sont jamais partagées aux startups ou aux entreprises à l'externe. Donc, je pense que ça, c'est un méga bon début, mais ça prend de la formation. Ça prendra un cours de cybersécurité, un cours d'IA, un cours de santé dans toutes les écoles secondaires pour que dans quelques années, on puisse atteindre le niveau que ça prend pour arrêter de freiner l'innovation. Parfait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, David? Ou... J'aime pas les data lake.
On a fait ça une fois. Ça marche, mais ça prend vraiment hands-on with the data pour vraiment le comprendre et vraiment utiliser bien, mais ça, c'est une question technique. Parfait. J'ai 2 ultimes questions parce que je vois le temps qui passe. Comment, pour vous, le futur de l'IA va améliorer l'accès aux services de santé? C'est une très grande question, je sais. Et là, en fait, ce que j'aimerais, c'est avoir votre vision des choses, de la chaise d'où vous êtes assis. Donc, je répète la question, comme ça laisse le temps de réfléchir. Comment le futur de l'IA, qui est déjà dur à prédire, mais bon, c'est pas grave, va améliorer l'accès aux services de santé? Alors, on part du principe là, qu'effectivement, l'IA n'a pas juste c'est pas juste des risques, là, c'est aussi des avantages. Mais dans ma position à moi, compte tenu de mon objet d'étude, c'est les risques qui m'intéressent. Alors, je suis moins focusé sur les avantages, mais c'est clair qu'il y en a quand on regarde tout ce qui se dit autour de ça, le gift of time, là, de libérer du temps. Remarquez qu'habituellement, dans l'histoire de l'humanité, je me fais un petit peu, pas anthropologue, là, mais presque, mais quand on a voulu libérer du temps avec la robotisation, ça n'a pas libéré tant que ça. On a eu d'autres choses à faire après, puis bref, je ne suis pas sûr qu'on va libérer tant de temps que ça. On va peut-être améliorer, par contre, sur la précision, par exemple, les traitements qui vont être offerts, mais je suis sûr que mes collègues ont des idées plus originales que moi là-dessus. Je dirais qu'un bon futur pour l'IA dans la santé, c'est que ça devient un autre outil qu'on utilise pour améliorer le soin des patients. Mais comme je dis, que ce n'est pas spécial. Dans un futur mieux, où je pense qu'on marie l'IA avec des meilleurs types de données, parce que je pense que les types de données qu'on a maintenant, ce n'est pas vraiment assez pour complètement utiliser la puissance des algorithmes qu'on a. Si on pourrait marier l'IA avec un meilleur type de données, là, je pense que peut-être on pourrait vraiment avoir des nouvelles insights, des nouvelles breakthroughs dans la science médicale pour vraiment traiter ce qu'on ne pouvait pas traiter avant. Je pense que maintenant, on est sur la course on pourrait traiter mieux ce qu'on peut déjà traiter, juste mieux et plus rapidement et avec moins de souffrance. Ça serait bien. Je pense que si on mariait ça avec une meilleure qualité de données, on pourrait avoir une situation où vraiment on a vraiment des nouveaux insights qui pourraient changer un peu comment on fait les choses. Merci. Gouvernance des données, à la fois dans les institutions, dans les entreprises, dans les gouvernements, que tout soit planifié à l'avance. Écoutez, on commence à générer des données sur tel système, il faut tout de suite arranger les données pour que ça soit utilisable par l'intelligence artificielle sans avoir à l'envoyer un peu partout dans le monde pour la faire analyser. Le système québécois, surtout le système québécois, le système canadien aussi, c'est pas un système de santé, c'est un système de maladie. Donc, on traite les gens une fois qu'ils sont malades, il n'y a pas de prévention. 70% des coûts, puis ça, c'est les chiffres de l'INSPQ, 70% des coûts du système de santé canadien ou québécois, c'est dû à la gestion des maladies chroniques. Et ça, c'est quelque chose qui peut utiliser les prédictions d'une intelligence artificielle parce que les 4 P de la médecine du futur, donc la médecine personnalisée, donc on analyse le génome, on prévient plein de choses, prédictives, participatives, donc c'est des outils qui peuvent être développés basés sur l'intelligence artificielle, comment utiliser la bonne personnalité pour aller rejoindre patient X pour l'aider à gérer son diabète puis éviter qu'il se retrouve toujours à l'urgence. Donc, j'oublie toujours le dernier P, là. Préventive, prédictive, participative puis personnalisée. Donc, ces 4 choses-là, les prédictions de l'intelligence artificielle peuvent beaucoup, beaucoup aider. Je savais que 30 secondes, ce serait trop dur, mais merci d'avoir essayé. Pour terminer, écoutez, moi, j'ai soumis vos 3 profils à un bot conversationnel qu'on a créé à Lobvia, qui s'appelle Claria, qui est nourri des outils de Lobvia. Et la question, alors là, ça va être simple, c'est en un mot que j'aimerais que vous répondiez à cette question pour terminer. C'est quelle étape essentielle devrait-on franchir dans les prochains mois, donc c'est à court terme, pour assurer un avenir rempli d'innovations responsables en santé qui auront un impact social significatif? Quelle étape essentielle, en un mot, s'il vous plaît, chacun? Présentement, là, prochaine étape, cocktail. Donc, réseauter, c'est ça que ça veut dire. Je savais que ce serait plus long que 30 secondes. J'aurais dû dire 30 secondes, c'était plus... Je vais adopter un cadre normatif robuste
et efficace. On va le prendre pour un mot. Disons C27, mais je ne suis pas sûr que C27 correspond à ça, mais disons C27. Super. Hors norme. David, dernière chance. Trop de mots, hein? Oui, il y a trop de mots. Opérationnalisation. Fine, yes. Opérationnalisation. Voilà, c'est ça. Opérationnalisé. Parfait. Écoutez, merci beaucoup de votre attention. Bravo, félicitations. Et au cocktail.